reçois bon les carnets. Alors je vous dis que j'ai publié ce livre, Profération. Il y a plus de 420 pages serrées. C'est des textes écrits, disons, depuis 10 ans à peu près. Soit des textes écrits pour la scène, soit des textes écrits là pour la vidéo. C'est une question de... la question de la narration aussi. Qu'est-ce qu'on peut porter de grand et de construit en architecture si ce qui vient c'est tout serré, tout bref. Toutes ces choses-là, c'est arraché de toi, ça s'en va derrière. Et donc, il y a un moment donné, toi, tu es toujours dans j'avance, c'est à tâtons, et tu sais même pas ce qui est là, ce qui s'est accumulé derrière. Et à un moment donné, c'est pas de se retourner, c'est tu t'ouvres et tu dis tout ce qui est derrière, viens là, viens devant, et tu t'aperçois que tu crois que tu travailles que du petit et tu as accumulé une masse, et dans cette masse, toi-même, t'es perdu. J'ai dit, il y a des gens qui ont réagi là à l'idée, j'ai imprimé ces livres pour savoir ce que j'ai fait. Et même au début, je me disais, tu l'imprimes en un exemplaire, tu fabriques un livre le mieux que tu peux, et puis à mesure que tu le changes, que tu l'ouvres, que tu l'augmentes, tu le mets derrière toi, tu le réimprimes, mais toujours à un exemplaire. On peut faire ça avec nos techniques maintenant, de façon à être toi et ton livre. Et puis, à un moment donné, non, toi et ton livre, il faut l'expérience du dehors. Et maintenant, ça commence. C'est-à-dire que je l'ouvre timidement, je regarde. Qu'est-ce que tu as fait là? Où t'étais là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Et puis, tu tombes sur des textes, tu dis, mais qui a écrit ça? T'as toujours peur même. C'est un texte que tu as trouvé là dans ton ordi, et il s'est mélangé avec... il y en avait 2 ou 3, là, comme ça. Je crois que c'est vraiment ça dont j'avais besoin. De me mettre face à ces choses que tu sors de toi quand tu es dans des situations d'excès de toi. En fait, avec mes mauvaises lunettes, du moins lunettes rayées, mauvaise vue aussi, parce que c'est le matin tôt que je passe devant cette place. Plusieurs fois que j'ai l'hallucination que ce café s'appelle Café de la Mort. C'est idiot. Jamais un patron de bistrot n'appellerait son établissement Café de la Mort. Mais c'est pas la première fois que j'ai cette impression-là, ou alors parce que ça m'est venu une fois pour un rêve, pour un matin de pensée triste. Ça ressurgit ainsi au hasard des passages. Je sais le nom de la place, place de la Résistance. C'est un grand café classique, mais la ville a déplacé sa circulation, ses places de stationnement, ses centres nerveux. Il y a quelques années, on s'abouchait volontiers sur cette petite rue piétonne qui mène au centre. L'autre jour, j'y suis passé à pied. Il reste quelques boutiques, des fringues pour la plupart, plus du tout ces choses un peu curieuses d'autrefois, avec le bouquiniste qui a fermé, la librairie qui a déménagé. La place, on peut plus s'y garer. Cette fois, j'aurais pu vérifier, mais j'ai même pas dû le voir au passage. Le café, c'est en voiture, au feu, dans cet angle. Je ne parviens pas, bien sûr, sur la peinture sombre, à déchiffrer l'enseigne. Ce n'est pas, bien sûr, Café de la Mort. Pourtant, dans cette idée précise et liée pour moi à ce rêve fait une fois, dont je n'ai plus le détail, c'était une grande salle sombre qui correspondait bien à celle-ci, comme du dehors. On l'imagine, de la distance entre les gens, mais les gens sont des morts. Ils attendent. Il semble important dans la ville qu'existe pour les morts un lieu qui ne soit pas de simple relégation de mise sous terre ou le crématorium de ciment à double four. Dans le rêve, vaguement, on pouvait avoir rendez-vous avec ces morts. On venait là, à leur table. Je me souviens des yeux. On reconnaissait ces morts. Mais on ne pouvait pas en fixer les yeux. Dans l'idée du rêve aussi, on ne parlait pas tant que ça. Ou bien c'était soi qui parlait, l'autre écoutait, intensément écoutait, mais sans répondre, et pour cause. Mais c'était important de venir là et dire... Ce matin encore, je me suis promis qu'un de ces jours, j'essaierai à pied de passer devant la vitrine sombre du bistrot désert et tâcher de repérer une bonne fois comment il s'appelle. Pourquoi celui-ci et nul autre?
C'est un pressentiment, forcément une raison là-dessous. La liste des textes en retard, la liste des dossiers en retard, la liste des mails à répondre, la liste des factures à payer, la liste de ce qui pèse, la liste de ce qui sur toi est couvercle, et le temps à attendre dans les gares, le temps à conduire la voiture, le temps à écouter les autres, puis quoi, puis rien quand tu es à ta table, et que rien quand tu marches dehors, et puis rien quand tu attends et regardes, et la ville et le ciel et tout ce que tu pourrais dire ou écrire ou faire, et puis rien, la liste des listes de ce qui t'encombre, la liste des souhaits, la liste des paroles non dites, la liste de ce que tu n'as aucun besoin de faire et que quand même il faudra faire, la liste des politesses obligées, la liste de ce dont on te charge et puis tu n'as aucun besoin qu'on t'en charge. Au lieu de ça, dedans toi, nuit noire. Au lieu de ça, dedans toi, c'est tourner le dos. C'est temps étant se dire, on arrête, on demi-tour, on part, on s'éloigne, on quitte, on fait plus, on dit merde, mais la liste des textes en retard, la liste des dossiers en retard, des mails à répondre, des factures à payer, des lettres ignorées, on marche en rond dans une pièce close. Tu vois, ces choses, tu les débloques, tu les as débloquées à un moment donné, et tu sais plus quand, tu sais plus où, tu sais plus pourquoi. C'était un livre épais. Tiens, attendez, je peux l'attraper. C'est bizarre parce que tu commences un texte à lire et tu te dis tiens, ça parle de ça, mais ce livre-là, il est toujours là. Il faut que j'y revienne. Même moi, tu vois, c'est ça qui est bien. Tu rouvres le livre, tu sais même plus ce que tu avais commencé. Un livre où tu te perds. Un livre, tu vois, je voulais un gros livre, parce que c'est pas la question même, on peut le télécharger là avec le QR code, avec des petits fascicules indépendants. Mais moi, je voulais un truc où, dès que tu entres, à la fois, j'y reconnais, c'est-à-dire, même là, avec ma mauvaise vue, j'arrive à lire facilement, je peux lire à voix haute, je peux le prendre et faire une perf avec, c'est ça que je voulais. Mais hop là, rentrer, naviguer dans le temps, autant que, hop là, dans ce grand espace. C'est là le dialogue où vient avec tout ce que tu stockes là dans tes carnets d'ordinateur et tout. C'était un livre épais, dans une reliure de cuir rouge, un peu souple, agréable au toucher. Les pages étaient de papier Bible, très fin, légère au feuilletage. Je l'avais acheté d'occasion. Le propriétaire précédent était probablement fumeur. Des années après, chaque fois que j'ouvrais le livre, je la reconnaissais, cette odeur. Je ne crois pas l'avoir jamais lu intégralement. Ce sont quelques rares œuvres, celles qu'on ouvre au hasard. Et du coup, t'en fais une comme ça. On peut les prendre au fil. Pour moi, c'est associé assez mystérieusement, sans vraie cause, aux auteurs allemands. Hoffmann, Bloch, telle anthologie, sur papier Bible aussi, des auteurs du romantisme Jean-Paul, Novalis, Büchner, Günderode, Bettina. Le monde comme volonté et comme représentation fait partie pour moi de ces livres rares, mais qui peuvent vous accompagner sur très longtemps. Il y a un temps, parce que là, tu vois, il faudrait que je mette une italique quand je referai un tirage. Et en même temps, là, rien qu'en 48 heures, je sais pas, il y a plein de gens qui m'ont fait le cadeau de me le commander. Eux, ils l'ont en romain. Tant pis, ça fait rien. Vous le savez, c'est un chantier. On partage un chantier. Le pacte sur le chantier et le pacte avec toi aussi est le chantier. Je pourrais pas en citer de fragments de mémoire. Ah si, un. Comme des statues habillées, mais je ne saurais pas retrouver la métaphore dans l'intérieur du livre, relié, cuir rouge. Par contre, du temps où je tenais des cahiers, je sais que où je pourrais même probablement très vite retrouver les zones de ces cahiers où j'en ai souvent copié des extraits. Qu'est-ce qu'un livre qui vous accompagne aussi longtemps mais qu'on n'aura jamais lu autrement qu'en feuilletage de hasard? Il semble à chaque fois qu'on saisit un nœud, une phrase qui nous concerne, que le titre devienne un outil optique, qu'il se saisisse lui, le livre, de la phrase et la renvoie sur le monde au dehors, le grand dehors. J'avais été saluer sa tombe aussi, comme plus tard nous avions cherché celle de Trakel. C'était encore l'Europe de l'Est, dans le petit cimetière. Près Friedrichstrasse repose aussi Hegel et Bertolt Brecht. On dirait qu'elle a manqué son coup jusque dans la tombe, le vieux grogneur rêveur qui avait tout enfermé dans un livre. Ce livre. À cette époque-là, je ne me sentais pas tenu de documenter mes déplacements et mes rencontres par des images, pourtant à 20 ans de distance. Quel chamboulement dans ces rues, là-bas. J'ai pas de photo de cet endroit-là, près de Friedrichstrasse, où il y a la tombe de Hegel, de Brecht, de Schopenhauer. Pourtant, je me souviens, moi,
à l'intérieur de la tête. Est-ce que si j'avais fait la photo, je m'en souviendrais aussi bien? Tu vois, c'est là où le chantier se réécrit en permanence, à l'intérieur de l'intérieur. Je ne lis plus beaucoup de livres, c'est pas vrai. J'ai cette petite tablette qui tient dans le creux de la main. Voilà, je laisse tomber. Je ne peux pas tout lire. Manipulation des morts. Il m'avait laissé un message téléphonique. C'est suffisamment exceptionnel pour qu'il n'y ait pas à discuter ni quoi que ce soit. Je l'ai pris à pas le haut. Le hasard et l'argent ont fait que c'est ici, dans ces rues pauvres de maisons sans étage, près du port en ruine de La Rochelle, qu'une résidence l'accueille. Il m'attendait dans le hall. On a rejoint Puyllboro, puis cette route droite dans le marais par l'écluse du pont du Brou. Je connais ce paysage par cœur, ces routes n'ont pas changé, comme le carrefour où j'ai toujours pris à gauche vers Champagné, Saint-Hilaire et Trieste, sans jamais découvrir le paysage identique, je suppose, qui rejoint Luçon. Les morts ont des lieux fléchés, eux aussi. L'espace funéraire, c'est toujours récent, pas fait pour faire du vieux, c'est rationnel, avec des pentes pour les fauteuils, des rehaus pour les accès camions, du carrelage pour l'entretien et des toilettes dans l'entrée parce qu'on en a besoin, plus une grille, avec des publicités fleuristes marbrillées, comme si ces questions-là n'étaient pas réglées antérieurement. Pour la famille, qui ne me connaissait pas, je n'étais que son accompagnant. D'ailleurs lui-même, le défunt, je ne le connaissais qu'à peine, rencontré 3 fois, pas vraiment l'autorisation d'échanger. Tu vois, on va partager ça. L'exploration intérieure du livre. Une solution pour le livre. C'est la solution qu'on avait retenue dans cette ville. Partout où passaient les gens, partout où ils venaient pour les affaires, pour l'enseignement, partout où ils venaient pour le loisir ou la santé, près des garages, des entrepôts, face à l'hôpital, dans les lieux de croisement souterrains des transports. On avait évacué ou réquisitionné ces grandes pièces éclairées qui étaient autrefois celles réservées au commerce. On y avait mis les livres, ce qui restait des livres. Parfois, on ouvrait aux visiteurs, il y avait des dates fixes selon les lieux, selon les thèmes. Alors on venait, on étudiait, on recopiait, comme au premier temps. Surtout, c'était évident, le livre était redevenu désir. On apercevait les zones éclairées, en transit d'une gare à l'autre, en déambulant dans la nuit de la ville, en procédant à ses achats. On avait même ménager suffisamment d'espace pour l'impression qu'il y avait encore à ajouter des écritures, des poèmes, des récits, des mémoires ou imprécations, des livres de savoir, cartes, relations de voyage, études sur la faune ou l'archéologie, et ainsi de suite. Ceci serait le lieu de la permanence, de la stabilité, du non-effacement. Simplement voilà, il avait fallu accepter collectivement d'en payer le prix. On avait négligé la survie de tout cela. Quand les portes des librairies étaient ouvertes, quand les bibliothèques accumulaient les ouvrages à consulter, on avait préféré nos écrans, notre art de la communication immédiate. Et bien maintenant qu'on attende, ne vivaient-ils pas mieux ceux qui avaient à charge désormais d'écrire pour les sites ou dans la ville? On conservait les livres, plutôt que cette prolifération confuse où le langage se mêlant aux images, se superposant infiniment à lui-même, n'était probablement plus à distance que le bruit résiduel d'une humanité assouvie. D'autres villes rejoignaient les premières. On disait que l'important c'était cette façon de rendre visible le lieu et les rayons où restaient les livres. Que la ville soit transparente et illuminée comme ces écrans qui les fascinaient tant. On disait cependant que pour quelques-unes des premières villes à avoir tenté l'expérience, qu'elle avait tourné court. On avait collé des affiches sur les vitres. Les lumières qui s'éteignaient à l'intérieur n'étaient pas remplacées. Et le jour où on proposait l'ouverture, il n'était que quelques-uns à solliciter d'y venir. Qui donc un jour aurait une solution viable, quand certains, pourtant, disaient encore le plaisir qu'ils avaient eu au livre, ce qu'ils y avaient trouvé. Ah, c'est bizarre pour moi aussi. Voilà. Je sais pas ce qui sera dans les carnets, mais ce soir-là, tu vois, c'est la première fois, là, ça fait 48 heures qu'il est sur la table sans que j'y touche. Là, j'y touche. Et Schopenhauer, qui est devenu un peu lisible maintenant sur ces questions-là de misogynie et tout ça. C'est comme ça.